présenter les différents intervenants. Et puis, la soirée est lancée. Très bonne soirée. Merci beaucoup. C'est sur le micro. Ah ouais, d'accord. Bon bah bonsoir, je sais pas si il marche. J'ai une grosse voix sinon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien? Ouais, super. Merci d'être avec nous ce soir. On a une thématique autour de la fantaisie, donc à la médiathèque. Et avec nous, on a 4 personnes. Et mon téléphone portable. Feu mon téléphone. Je vais commencer par celui qui est complètement à votre droite. Feu mon stylo si on va y arriver. Frédéric Fromanti. Alors Frédéric, il est libraire spécialisé à Grenoble. Donc lui, il baigne pleinement dans la science-fiction et la fantasy puisqu'il en vend tous les jours. Ça fait au moins 15 ans, Fred? Ça va bientôt faire 15 ans, ouais. Ça fait bientôt 12 ans que la librairie existe en tant que librairie physique et 14 ans que l'entreprise existe. Voilà, parce qu'en plus, Fred, il a la particularité non seulement d'être physiquement présent à Grenoble, mais aussi de faire différents salons, donc d'être libraire itinérant. C'est ça, c'était l'ADN de départ de la librairie qui était ambulante. Juste à côté de lui, Marc Simonetti. Marc Simonetti, vous avez sans doute croisé ses œuvres, puisqu'il a illustré de nombreux romans. Alors, on le connaît notamment pour les illustrations du Trône de Fer. Georges Martin a dit que l'illustration du Trône de Fer que tu as fait était celle qui se rapprochait le plus de ce qu'il imaginait. Et oui, voilà, j'ai travaillé avec lui, donc c'est normal. Ouais, c'est sympa, quoi. Et puis aussi Terry Pratchett, Robin Hobb, Frank Herbert, ou bien encore Patrick Rufus. Et tu as notamment travaillé sur le dernier Valérian au cinéma avec Luc Besson. Oui, absolument. Ouais. Non. Tu vas peut-être nous raconter tout ça. Juste à côté de toi, Jean-Laurent Del Socorro. Jean-Laurent Del Socorro, alors jeune auteur, puisqu'il a fait que 2 livres pour l'instant, mais il va en faire plein bientôt, avec Royaume de vent et de colère et Boudica. Lui, son truc, c'est plutôt la fantaisie historique. Bon, on peut même dire presque d'historique avec une touche de fantaisie. Voilà, on est presque sur le schéma inverse où l'historique est très présent, puis une part onirique, plus fantastique presque que fantaisie. Alors jusqu'à présent, on avait Grenoble, on avait Annecy, on avait Chambéry, et puis il nous fallait quelqu'un d'ailleurs, hein, une caution un petit peu. Donc on a demandé à Jean-Luc Bizien, auteur de polar, vous connaissez peut-être sa série Crotal, mais aussi de fantaisie et de fantastique. Alors en jeunesse, il y a L'Appel du Dragon, il y a plein d'autres titres. Tu étais également directeur de collection, scénariste pour les jeux de rôle, et tout un tas d'autres choses dans le monde de l'édition. Moi, je vous propose qu'on a 1h30 ensemble. Je vais leur poser quelques questions pour se mettre en jambes sur la fantaisie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à interagir. Et puis, si vraiment vous ne prenez pas la parole et qu'on a trop de temps, j'ai même un blind test pour vous. Voilà. J'ai fait un quiz, c'est dire. Je vais juste faire un petit tour de table pour demander à chacun un peu son rapport à la fantaisie, les auteurs préférés, comment est-ce qu'il est tombé dedans. Fred, tu veux commencer? Alors c'est une vieille histoire. Je suis rentré dans la fantaisie par la science-fiction. À une époque où on faisait, en tout cas moi en tant que lecteur, je faisais pas du tout le distinguo. À 10-11 ans, c'est un peu tout pareil, tout ça. Et les premières lectures, ça va être Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas tellement compris grand-chose, parce qu'en fait j'ai lu dans le désordre. Les bouquins n'étaient pas disponibles. 1, 2, 3, voilà. Et puis, quelque chose qu'on faisait beaucoup avec mes camarades collégiens, c'est les livres dont on est le héros, où il y avait beaucoup de fantaisie. Donc c'était un peu un mix, c'est les premières lectures, c'est ça. Et après, les auteurs préférés, oulala. Alors comme libraire, j'en ai quelques-uns vraiment qui sont au pinacle. Il y en a un qui est assis là. En toute modestie, après il va plus savoir quoi dire. Il y a Jean-Philippe Jaworski, évidemment. Et puis, un bon paquet d'autres. Je ne vais pas tous les citer. On y reviendra tranquillement. Marc, pareil, quelle est la porte d'entrée un petit peu en fantaisie pour toi? Moi, c'est pareil. J'ai commencé par la science-fiction. Voilà, la vieille collection de Présence du futur de mon père. Donc, il y avait des Asimov. Limite, un des premiers trucs un peu fantaisie, c'était plutôt de la science-fiction pulp, c'était les L. Sprague de Gans, c'était les Zé.
Et le tout premier livre que j'ai lu, parce que je détestais les livres pour... je me souviens, j'étais en maternelle. Le premier livre, c'était Stephen Wool, j'avais lu York. Voilà, c'était mon premier livre. Et après la fantasy, j'ai commencé par Moorcock, donc Elric, et je suis venu après sur Seigneur des Anneaux. Voilà. Et après, mes auteurs préférés, il y en a plein, donc c'est dur à dire. Voilà. Il y a Glenn Cook, il y a Jean-Philippe Jodorowsky, il y a... Bon, il y en a 36, donc voilà, il y a George R. R. Martin, il y a Erickson, China Miéville, voilà. C'est déjà un beau plateau. Il y en a beaucoup. Rien qu'avec ça, vous avez déjà du lourd. Jean-Laurent, même question pour toi. Comment t'es tombé dedans? Alors moi, ça a été pareil, c'est plus une entrée par les classiques et d'abord la science-fiction. Alors le tout premier vraiment, ça a été Lovecraft, l'entrée par les nouvelles et plus le fantastique Lovecraftien. Et donc tout ce qui était autour du mythe de Cthulhu, je crois que j'ai tout dévoré ado. Et après, ça a été Asimov, les nouvelles. Je me rends compte, j'ai commencé d'abord par des nouvelles. J'ai d'abord été un lecteur de nouvelles avant d'être un lecteur de romans. Asimov, puis après ses récits sur Fondation. Et puis sur la fantasy, pareil, Moorcock. Et sur Stormbringer, sa saga, qui est récemment adaptée en BD d'ailleurs. Oui, par Romain Recht et Julien Blondel. Et on en parlait tout à l'heure, Roger Zelazny avec Les 9 Princes d'Ambre, que je ne saurais vous conseiller si vous n'êtes pas lecteur de genre, et si vous voulez vous y mettre, Les 9 Princes d'Ambre, c'est juste un bijou. Et après, voilà, pour les auteurs préférés, c'est toujours compliqué, on entend des lecteurs un peu compulsifs, et un peu les coups de cœur du moment, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai lu assez récemment La Servante écarlate, je me rends compte que Margaret Atwood, c'est juste une tuerie. Bon, Jean-Philippe Jaworski, pour la 3e fois, c'est vraiment très très bien. Enfin voilà, difficile. Ouais. Jean-Luc, à toi? Moi, ça marche pas ça? Si, on sort. Si. Moi, j'ai un parcours un peu... Mais bon, je suis plus âgé que ces garçons, hein, donc je vais vous parler de choses qui ont lieu dans le dernier siècle précédent du millénaire. Je suis né au Cambodge, et là-bas, on n'avait pas la télé ni la radio, mais par contre, mon père nous ramenait Spirou Tintin Pilote tous les jeudis, et puis on allait énormément au cinéma. Puis après, j'ai grandi aux Comores, même punition, même motif. Donc j'ai surtout été baigné par des images, et puis un jour j'ai croisé dans une librairie, on va parler de Moorcock, c'est-à-dire qu'il y avait un portrait d'Elric et de Stormbringer au-dessus de la tête, et j'ai voulu savoir ce que c'était. Et puis bizarrement, ça m'a rappelé ce que ma grand-mère me lisait, parce que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a lu l'Iliade et l'Odyssée quand j'avais 5 ans, version expurgée, hein, mais vachement bien, et c'est cet imaginaire-là. Je suis tombé dedans, j'ai fait un peu le parcours inverse, c'est-à-dire qu'après, il y a eu à l'adolescence, il y a eu les Bob Moran, il y a eu les Doc Savage, il y a eu tous ces trucs-là, et puis j'ai un peu laissé tomber, il a fallu attendre l'école normale et l'ennui de l'internat pour découvrir sur une étagère une vieille boîte de Donjons et Dragons et quelques bouquins, et donc repiquer au truc, et là redécouvrir... Alors, même chose, Zelazny, pour moi, si c'est pas Dieu, c'est pas loin, et puis Moorcock, et puis voilà, et les 9 Princes d'Ambre, effectivement, je rejoins mon camarade, voilà, il faut, on vous fera une petite ordonnance tout à l'heure, vous devriez vous en sentir. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. En revanche, je note que bientôt, l'un de mes préférés que j'ai jamais lu, c'est Jean-Philippe Jaworski, j'ai bon là? Non, c'est aussi un truc franco-français, on s'est longtemps, mais c'est comme pour le polar, on s'est longtemps interdit d'y aller parce qu'on pensait que les anglo-saxons c'était leur chasse gardée et qu'eux ils savaient faire. Et j'ai découvert qu'il y avait toute une génération d'auteurs français qui faisaient des choses magnifiques et qui s'étaient totalement approprié la chose. Donc voilà. Et Gabory, Colin, Claude toute la bande de Zozo qui sont sortis du jeu de rôle dans les années 90, qui fait des choses formidables après. Pével. Pével. Est-ce que ce sont des noms qui font écho chez vous? Zelazny, Bradbury & Co. Leiber, ouais. Super. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette littérature au point d'avoir dépassé le cap du lecteur pour en faire un métier, pour le coup? Soit devenir écrivain, soit devenir libraire, soit devenir illustrateur. Ah, grande question. Alors,
moi, si je suis devenu libraire, c'est parce que j'aime les livres. Hein. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est ça. Et le fait que mes passions de lecture soient l'imaginaire au sens large, en fait, c'est parce que je suis feignant. Je me dis, bah, je vais vendre les choses que je connais bien. Voilà. J'avais une certaine culture et j'aime bien la faire passer. Bon, c'est la seule raison. Et déjà pas mal. Et pour toi, Marc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être illustrateur et avec une spécificité beaucoup d'imaginaire? Alors, j'ai toujours aimé dessiner, donc pour moi c'était vraiment pas une... enfin, voilà, c'était presque une évidence, même si j'ai fait ingénieur avant, et puis voilà, j'ai dû changer de carrière après, en me rendant compte que c'était pas ce que je voulais faire. Mais après c'est facile pour illustrateur, les seuls livres qui sont illustrés c'est les livres d'imaginaire, donc il n'y avait pas le choix en fait. Après je lis tout, hein, donc... mais voilà, c'est aussi bête que ça. Après j'ai la chance que j'adore la fantaisie et la science-fiction. Mais... Coup de bol. Coup de bol. Ça aurait pu être une collection sur la peinture ou le tricot. Exactement. Et finalement c'est la fantaisie. Voilà. C'est bien fait quand même. Jean-Laurent, un peu même question pour toi. Je ne saurais pas retrouver l'origine de ça, parce que c'est vrai que je suis un gros lecteur. Je ne suis pas forcément un lecteur que de genre. Peut-être parce que je suis peut-être un peu un feignant, parce qu'en fait je fais des livres historiques, mais je me dis, si je me plante et que je me fais engueuler, je vais mettre un bout de fantastique dedans, comme ça je pourrais toujours dire que c'est pas vraiment. Je sais pas, c'est vrai que l'entrée en fait de mes récits comme étant d'abord historique moins que fantasy, la question s'est posée notamment sur le premier livre, qui est un livre historique sur les guerres de religion. Est-ce que j'en fais un récit purement historique ou pas? Et puis je crois que j'ai quand même l'attachement au genre. Il y avait quelque chose de revendicatif de dire la pop culture elle émerge, j'ai été baigné dedans, à un moment elle a été décriée, entre guillemets, c'était même un peu pointé du doigt. Je ne vais pas la lâcher maintenant, c'était une façon de marquer le coup, de dire que ouais, moi, je viens de là et je la soutiens, quoi. C'est pareil pour Boudica, du coup, tu as rajouté un petit bout, mais ouais. Un tout petit bout, quoi. Alors Boudica, c'est pareil, c'est encore plus, si on peut en faire encore moins, oui. Boudica, c'est historique, enfin c'est historique, c'est romanesque, mais c'est un roman historique. Après, il y a une part d'onirisme, mais finalement, pour avoir des romans historiques, on se retrouve complètement dans les mêmes dimensions. Ouais. Bon, donc je note quand même que ce sont des gens qui travaillent dans l'imaginaire par coup de bol, hein, par fainéantise. Pas le choix. Parce que, et pour toi, Jean-Luc, moi, j'ai eu la chance de publier dans tous les genres. C'est-à-dire que j'ai fait de la littérature générale, blanche donc, beaucoup de policiers, dont de l'historique. Je ne fais pas vraiment de différence. En fait, j'écris des histoires et puis après l'éditeur casse l'histoire dans une catégorie. Ce qui m'intéresse dans la fantaisie, c'est que pour le coup, on n'a pas de limite. On se laisse porter par son imaginaire et on peut... J'ai coutume de dire qu'il y a des frontières aux différents genres et que dans la fantaisie, on est un petit peu des explorateurs. Donc on peut repousser les frontières, ouvrir des portes, aller voir un petit peu ailleurs. Le seul boulot consiste à rester quand même un peu cohérent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut tout se permettre qu'il faut faire n'importe quoi. Voilà, tu parlais de cohérence historique. Je suis passé par les griffes des correcteurs 10-18. Donc j'ai moins ça en fantaisie. Juste une anecdote, j'ai fait un bouquin qui se passe pendant l'exposition universelle de 1890, et à un moment donné, le héros prend une calèche, il remonte le quai des Saint-Augustin, il pique à gauche, il prend la deuxième à droite et il va à l'exposition universelle. Et la correctrice me barre ça et met troisième à droite. Et je vous jure que c'est vrai. Et donc, non, attends, j'avais acheté sur eBay de haute lutte le guide Johan, l'équivalent du guide vert de 1890, donc de cette année-là, avec les plans que les Parisiens avaient sous les yeux, donc un peu bête et discipliné, je reprends mon plan, puis vexé aussi. Je recompte, c'est bien la deuxième à droite, donc je barre la correction, je dis non, deuxième à droite. Et le lendemain, il y a un type avec un casque, un coursier qui arrive avec une petite pochette violette que j'ai conservée, avec marqué dessus Pourbizien, souligné 3 fois, avec l'historique de la rue. Il ne pouvait pas la prendre, elle était en travaux pendant 15 jours. Ah. Je vous jure que c'est vrai. Vous savez quoi, avec les dragons, on m'embête moins.
C'est le même processus d'écriture pour toi, quand tu fais un polar ou quand tu fais une aventure? C'est exactement la même chose. J'ai tendance à croire, et c'est pas ni de l'ego déplacé, ni de la fausse modestie, qu'il n'y a pas vraiment de genre. Pour moi, il y a les bons bouquins et puis ceux qu'on n'aime pas. Mais c'est même pas des mauvais bouquins. Je pense que pour faire un livre, il faut un auteur et puis il faut un lecteur. Et que le même livre peut vous tomber des mains, ça m'est arrivé aussi. Et puis 6 mois plus tard, ou 1 an, ou 10 ans plus tard, vous le reprenez, vous ne comprenez pas parce que vous trouvez que c'est une merveille. Ça correspond à un moment donné. Non, j'ai exactement la même approche et je m'aperçois que l'âge venant, j'ai tendance à les construire, en tout cas à les aborder de la même façon. Voilà, j'ai besoin de partir des personnages d'abord et de les coller dans un univers que je m'approprie. Donc c'est beaucoup de travail en amont et après je me laisse porter par les personnages. On a parlé des livres, on a la chance d'avoir Marc Simonetti, du coup on va parler couverture et illustration un petit peu. Et je voulais... la fantasy comme la science-fiction a un genre très marqué sur les couvertures, hein, vous avez toujours une illustration. Aussi dans le tricot, mais il y a moins de liberté pour le coup pour les illustrateurs, sauf dans Maison de Travaux peut-être, enfin, c'est un autre problème. Quelle est pour vous en tant qu'auteur l'importance de la couverture, parce que du coup c'est la visualisation de quelque chose que vous avez imaginé. Tu veux encore une anecdote? Ah. Je trouve... non mais on vit dans un monde merveilleux en France, vous savez. Les auteurs de littérature générale sont considérés comme des écrivains et les autres comme des oiseaux qui écrivent des petites histoires parce qu'ils n'ont jamais réellement quitté le monde de l'adolescence. À partir du moment où on a envie de parler de dragons ou de magie ou même de romans policiers, on est toujours un peu suspect. Mais alors il y a pire, c'est l'illustrateur. Chez la plupart des éditeurs, l'illustrateur, c'est un garçon ou une fille qui n'a jamais quitté l'enfance, puis il y a toujours des crayons. Sauf que pour nous, c'est extraordinaire. Enfin, c'est la fenêtre qui fait que d'un seul coup, le lecteur va s'arrêter devant un bouquin et va avoir envie de rentrer. Donc c'est primordial. Et donc l'anecdote, c'est en jeunesse, tu sais, je ne sais pas pour vous, hein, mais 95% du temps, l'auteur n'a jamais rencontré l'illustrateur. J'en veux pour preuve que tout à l'heure j'ai bu un café et que monsieur m'a appris qu'il m'avait fait 3 bouquins. J'étais ravi de le rencontrer 10 ans plus tard. C'est chasse gardée. Il y a d'un côté les illustrateurs, de l'autre côté les auteurs. Et voilà, à part justement en fantaisie et dans l'imaginaire, où on a tendance à se rencontrer, à parler et justement à essayer de travailler ensemble. Mais pour les contrats, par exemple, en jeunesse, l'auteur a toujours un pourcentage, et puis l'illustrateur, il a un fixe, et puis voilà. Et un jour, je crée une série pour une maison d'édition, que je ne nommerai pas, c'est un satellite de chez Hachette, et c'est Rajo. Et je vais voir la directrice éditoriale de l'époque, je dis, voilà, on a travaillé une série pour les enfants avec un illustrateur. Il y a un problème, c'est comme on l'a vraiment travaillé ensemble, j'aimerais l'associer, et j'aimerais donc qu'il ait un pourcentage. Et là, ça crée un problème. Donc on dit, bon, bah oui, mais les autres, ils ne sont pas payés au pourcentage, ça va faire un précédent, on va lui filer 1%. Mais, moi j'ai 5, ça fait 6, on peut peut-être faire 50-50. D'accord, donc ok, 50-50 ça marche, donc on va faire 2 et 4. Et il a fait, non, c'est 3 mois de négo, hein, pour arriver à 50-50, mais à une condition, c'est que vous en parliez ni lui ni vous, parce qu'il ne faudrait pas que ça se sache. Alors que ça me paraissait juste naturel. Ils amènent un univers, ils viennent l'enrichir, ils viennent le rendre immédiat pour le lecteur, surtout en jeunesse, et en adulte avec les couvertures somptueuses qu'on voit régulièrement. Il faut, je crois, continuer à essayer de défendre ça, parce que sinon on va arriver à quelque chose de formaté, un peu regrettable. Et sur le côté, ce que tu as imaginé prend corps, prend vie visuellement parlant. Alors oui et non. J'ai fait 70 albums, je crois, pour les enfants. Et à chaque fois, j'ai vraiment, hein, c'est pas une posture, à chaque fois, j'ai eu, en découvrant le bouquin, soit parce qu'on me l'avait envoyé par la poste, soit en librairie, parce qu'on n'avait pas eu le temps de me le poster, c'était un sentiment curieux de me dire, tiens, c'est pas mon bouquin, mais c'est autre chose, mais c'est quelque chose de formidable, parce que
c'est toujours enrichi, c'est toujours quelque chose de plus qui est rapporté. J'avais une vision très précise de la chose, et puis c'est formidable de voir que quelqu'un se l'est approprié et a respecté ce qui est écrit pour le tirer vers le haut, pour l'enrichir. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Et puis petit à petit, je me suis mis, en fait j'adore le dessin et l'illustration, je me suis mis à travailler réellement avec les illustrateurs. Et là, ça a été formidable. Il n'y a qu'un seul truc que je n'ai pas encore fait, et je rêve de trouver le temps, c'est la BD, pour pouvoir justement vraiment être là, participer au processus et voir la chose se construire. Ça, c'est fabuleux. Et pour toi, Jean-Laurent, le rapport à tes 2 couvertures, 3 couvertures c'est toujours délicat parce que vis-à-vis d'Under, parce que autant je ne sais pas si après comment on s'en sort, bon, on a la capacité au moins technique d'écrire un livre. Mais une couverture, c'est différent. Donc on voudrait se l'approprier, se dire et donner notre avis, mais finalement, c'est notre métier. La couverture, c'est certes une illustration, mais on touche là le domaine du commercial. Donc c'est vrai que moi j'ai eu 2 expériences différentes sur les couvertures, mais globalement, que ce soit l'apanage de l'éditeur, ça ne me choque pas plus que ça. C'est notre métier, c'est notre relation. C'est pas parce qu'on a envie de faire un dessin, une visualisation, que ça aiderait finalement le livre. Ce serait peut-être très proche de ce qu'on aurait en tête, c'est ce qu'on voudrait qu'il y ait dessus, mais c'est peut-être que ça desservirait le livre, et peut-être que, entre guillemets, commercialement, qui n'est pas un gros mot, ça pourrait aussi lui nuire. Et globalement, donc ce qui se passe, parce que je vois qu'effectivement il y a des façons très différentes de fonctionner. Moi, ce que j'ai vécu, c'est en interne, l'éditeur et l'illustrateur discutent. Il y a des propositions qui sont faites, que je valide, et il y a une image finale qui sort. Donc finalement, on n'est pas si exclu que ça. On a le droit de dire non, vraiment, si l'image ne nous convient pas. Et on a au moins l'orientation en fait, de l'illustration qui nous est donnée. Donc je trouve que c'est plutôt ça, en fait. Et sur la deuxième, donc celle de Boudica, où elle a été plus intégrée directement avec le directeur artistique, donc la personne qui suivait l'illustrateur et la création, j'ai justement fait le recul, par moment, de dire, ok, le directeur artistique, il a 200 bouquins à son actif, s'il me dit que ça c'est pas bon, voilà. Il y a des moments où je mettais mon idée de côté, je le laissais aller dessus. C'est compliqué, c'est un autre métier, ça m'a permis de mettre le doigt dessus. Ça, tu dois aussi être en permanence dedans. Quelle maison d'édition géniale, vraiment. Et pour toi, Marc, alors toi tu es de l'autre côté pour le coup. Moi je suis de l'autre côté. On te demande d'illustrer des romans, comment est-ce que tu travailles? Il y a tous les cas de figure en fait, parce que j'ai fait plus de 400 couvertures de romans. Ah ouais. Sûrement plus, ouais. Je n'ai pas compté, mais... et j'ai tous les cas de figure, même en France, il y a... Donc mon processus habituel, ce que j'essaie de faire la plupart du temps, c'est de lire le livre d'abord. Parce que illustrer, pour moi, ça veut dire mettre en valeur le texte. Et c'est pas évident pour plein d'illustrateurs, en général, ils se contentent d'un brief et de travailler à partir de ça. Mais on n'a pas du tout la saveur du livre quand on se contente de juste avoir un résumé. Donc j'essaye de lire le livre, ou quand j'ai pas le temps, de lire au moins quelques chapitres pour vraiment savoir de quoi ça parle. Et ensuite, mon approche, c'est de me placer en tant que lecteur, en fait. Et comme j'ai lu pas mal de livres, de voir qu'est-ce que ce livre a différent des autres et qu'est-ce qui pourrait amener justement à le vendre auprès d'autres lecteurs. Donc j'essaye de faire une image qui correspond à ce que moi j'ai aimé en tant que lecteur et qui pourrait parler à d'autres lecteurs. Donc j'essaie d'orienter l'image pour que ça corresponde quelque part au public, comme si le futur lecteur, c'est un peu un ami à qui j'essaie de vendre le livre, donc ouais, moi il y a ça qui me plaît dedans. Donc voilà, j'essaye la plupart du temps de ne pas trop montrer les personnages, parce que je trouve que c'est quelque chose qui... chaque personne, quand elle lit le livre, elle va s'imaginer le personnage d'une certaine façon, donc j'essaie plutôt de montrer l'univers, parce que c'est souvent par les univers qu'on arrive à donner le ton du livre, plus que par un personnage. Et voilà, après, la relation avec l'auteur, ça peut être... des fois, je réclame d'avoir un retour de l'auteur quand les livres sont très pointus, très denses, quand il y a 1500 pages et que j'ai pas le temps de lire tous les détails. Des fois, j'aimerais bien avoir le recul de l'auteur, mais j'ai pas forcément accès. Des fois, j'ai le brief de l'auteur et l'influence directe de l'auteur, et c'est une catastrophe parce que c'est un métier de faire une image correcte, et en général, l'auteur, il veut... Enfin,
en général, certains auteurs veulent tout le livre dans l'image, et ça fait des trucs catastrophiques. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Et des fois, j'ai une liberté totale et je fais ce que je veux. Donc voilà, on peut faire des trucs très conceptuels, des trucs très... faut s'adapter aussi au langage de chaque maison d'édition, puisque par exemple, les éditions Brajlon, c'est un certain type de couverture. Et puis après, les éditions Pocket, quand c'est plus science-fiction, c'est pas le même langage en fait. Voilà, faut s'adapter au public, à l'âge visé, etc. Et une petite question, parce que tu as notamment illustré Terry Pratchett Oui. pour Pocket, qui avait un univers visuel sur les couvertures avec Kirby qui était très fort. Comment toi tu t'es placé avec cet héritage visuel? Donc on imagine, Terry Pratchett fait une vingtaine de romans en France, c'est toujours le même illustrateur. Marc Simonetti reprend pour Pocket, pour donner une autre couleur aux couvertures. Comment est-ce que tu as travaillé avec déjà ce poids assez fort? Alors moi, j'avais pas tellement la... J'étais un énorme fan du livre. Ce qui s'est passé, c'est que Pocket a voulu rééditer avec des nouvelles couvertures. Et ils en ont fait une autre avec un auteur de bande dessinée comique assez connu, qui avait jamais lu du Pratchett. Et du coup, ils lui ont fait faire les 3 sorcières. Donc il avait fait 3 sorcières identiques avec un dessin... voilà. Et donc ça avait fait un tollé absolu. Et j'avais appelé l'éditrice que je connais bien, parce que je travaillais pas mal avec elle, en disant, s'il te plaît, ces couvertures-là, je les veux. Je veux faire un essai gratuit si vous voulez, ce que je fais jamais. Et je le fais, c'est là, il faut à tout prix. Et donc, ils m'ont fait faire un essai gratuit sur je ne sais plus quel livre. Ça avait marché, et donc voilà. Et du coup, c'était un énorme piège pour moi, parce que j'étais un énorme fan de ces livres. Et je me suis retrouvé à devoir faire 3 couvertures par semaine, sans brief, parce qu'ils ne les avaient pas lus. Donc je devais chaque semaine lire 3 livres, sortir une couverture par jour presque, et j'avais des retours comme... Donc j'essayais à chaque fois de trouver une idée marrante du livre pour que ça soit un gag visuel qui reprenne l'esprit du livre, avec plein de petites idées qui viennent à chaque fois du livre. Donc tout ce qui était un peu visuel, j'essayais de le reprendre et de le mettre dans la couverture. Et j'avais des retours comme il faudrait rajouter 1 ou 2 personnages. Ou alors j'aime pas le bleu. Voilà. Et tout ça, voilà. Donc ça a été... Donc je les ai faites, les couvertures, et j'en suis pas super fier parce qu'au final, j'ai pas eu... j'avais pas le temps qu'il fallait pour faire un résultat correct. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de faire le calendrier officiel Pratchett en bossant pour lui directement, et une couverture pour la maison d'édition anglaise. Donc voilà. Donc je suis passé de 3 jours de délai à 3 mois de délai. Donc je n'ai pas la même qualité de travail, mais du tout. Voilà. C'est combien de temps une couverture pour se rendre compte? J'imagine que ça varie, mais ça varie, globalement. À mes débuts, je mettais 2 semaines par couverture. Ouais. Le tarif français, c'était en général, c'était 500 € la couverture, à 2 semaines, et après on avait des charges. Voilà. Donc c'était difficile d'en vivre au début, et puis après j'ai eu une période où je suis monté à 1 jour, parce que pour des considérations financières, et puis là je suis bien redescendu, parce que voilà, la qualité ne suivait pas, donc voilà. Maintenant c'est dans les 3 jours, mais comme j'en fais plusieurs en même temps, ça s'étale, ça me laisse le temps de revenir dessus, et puis mais des fois le temps que je passe avant de faire le temps de trouver l'idée de la couverture est plus important que... Voilà. Si l'idée est bonne, après ça fonctionne. Faire une image pour une image sans rien derrière, ça ne marche jamais. Pour trouver le bon ton, quoi. Est-ce que, Fred, toi qui es libraire, t'as pas l'impression que les couvertures ont quand même véritablement évolué sur ces dernières années, en s'améliorant globalement? Si, il y a des... Enfin, si je me place de mon antériorité de lecteur avant d'être libraire, il y avait certaines collections où on avait toujours le même illustrateur, je pense au Pocket notamment, avec Sulmac, ou bien un certain nombre de livres d'auteurs qui étaient toujours illustrés par Casa, par exemple, et ça a formé beaucoup de lecteurs à repérer les codes graphiques de ce genre. Et je dirais maintenant, quand un éditeur essaye de s'éloigner un peu de cette image forte de la couverture, à chaque fois ça foire, quoi. Ça marche pas. Parce que voilà, la plupart du temps, en tout cas, ça vend moins bien. Je vois Jean-Luc qui fait la moue.
Mais il y a une identité graphique qui est essentielle sur la fantasy, particulièrement, enfin la fantasy ou la science-fiction. Quand ça sort du lot, c'est difficile, quoi. Après, faut bien parler du bouquin pour arriver à trouver le lecteur. Jean-Luc, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Laurent il y a un petit moment déjà. Moi, je suis complètement d'accord sur cet aspect commercial. C'est juste que il y a les éditeurs qui jouent le jeu et ceux qui se posent pas la question. Quand on voit que certains n'avaient même pas lu les bouquins qui ont édité, enfin, on marche un peu sur la tête. Donc, genre, c'est sympa votre truc. J'aime pas le bleu. Moi, j'ai eu droit une fois à un illustrateur qui amène une double planche où il y a, je sais plus, 80 ou 100 personnages. C'est un jeu dans l'image où les enfants doivent retrouver des persos. Et la seule critique, c'est on nous montre un gars au 5e plan. Et pourquoi vous lui avez fait une chemise jaune? Parce que j'aime pas le jaune. Tu vois, c'était la seule. Bon, là travailler dans ces conditions-là, c'est compliqué. Mais pour l'appel du dragon, par exemple, j'ai reçu plusieurs propositions et j'étais ravi, en plus, à l'arrivée, de découvrir qu'il y avait un dragon en vernis, ce que je ne pouvais pas voir sur le PDF. Donc, il y a des choses comme ça, et voilà, le seul fait de voir les choses en construction et d'y être associé, c'est formidable. C'est ça que je voulais dire. Tandis que découvrir un bouquin à la fin, sans rien avoir vu, sans avoir eu la chance de rencontrer l'illustrateur, savoir que lui-même a été vaguement briefé parfois en disant, voilà, il nous faudrait, écouter, mettez-nous ça et ça sur la couverture. Là, effectivement, on est en commercial, mais j'ai l'impression que ça va desservir le truc à l'arrivée, quoi. Tandis que faire un tout petit peu confiance... Quand je travaille, j'ai pas d'ego. C'est-à-dire que je crois que l'éditeur connaît son boulot et que c'est lui qui va permettre au bouquin d'exister et d'être le meilleur possible. À partir de là, je suis prêt à tout écouter. Et je sais que, même si je râle, de toute façon, il aura raison. Donc, il faut y aller. Mais... être simplement associé et pouvoir échanger et participer à ça, c'est de plus en plus rare, hélas, aujourd'hui. Ça devient, c'est un truc sur lequel j'ai envie de continuer à râler. J'aime bien râler. Fred, tu voulais ajouter un truc? Non, c'est bon. Est-ce que vous avez l'impression, comme pour les couvertures, donc je parlais aussi des couvertures, parce qu'effectivement ça a formé un peu l'œil de générations de lecteurs. Les Schumacher, les Casa font partie des grands illustrateurs de fantasy et de science-fiction. Est-ce que vous avez l'impression que sur la fantasy, puisqu'on en parle ce soir, le genre lui-même aussi a évolué, avec peut-être un petit peu plus de diversité qu'il y a par rapport aux 15-20 dernières années, dans les textes même, vous qui êtes tous grands lecteurs? Il y a plus d'auteurs français déjà. Ouais. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Il y a eu toute une période où il y a eu quelques personnes qui ont émergé. Il y a certaines maisons d'édition qui se sont créées justement pour publier des auteurs français, avec des succès commerciaux plus ou moins pas évidents. Et après, ceux qui restent sur la longueur, souvent ils évoluent dans leur écriture. Ils ne font pas que de la fantaisie. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Et qu'est-ce que ça change d'avoir plus d'auteurs français désormais? On a un panel un peu différent, je dirais. Enfin, il y a une patte, en fait, quand on lit des anglo-saxons, il y a une certaine... on le voit quand on a des auteurs allemands ou espagnols, ou enfin, il y a ou japonais, ou enfin, peu importe, il y a un fond historique ou mythologique qui est un peu différent. Et puis une façon d'écrire, enfin, voilà, une culture, quoi. Et je pense que c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire, c'est vrai que quand les premiers auteurs français ont commencé à émerger, c'était finalement des trilogies, des héros qui se révélaient, un grand méchant à la fin qui avait à battre. Je caricature un peu, mais il y avait ça qui venait un peu effectivement de la sacro-sainte trilogie de fantasy anglaise, qui existe toujours, hein. Et c'est vrai que pour plein de raisons, il commence à y avoir des spécificités, alors ce qu'on appelle aujourd'hui les spécificités françaises, qui ne sont pas forcément, à mon avis, mais des romans en un seul volume, des thématiques très personnelles, pas forcément des héros qui se découvrent, mais des gens de tous les jours. Enfin bref, ça a commencé les lignes se sont commencées un petit peu à changer, même si aujourd'hui on revient, j'ai l'impression, même dans les
écrivains français, à la trilogie. Il y a quelque chose autour de un moment, il faut être passé par la trilogie pour avoir, je sais pas, une reconnaissance, où on se sent légitime quand on a tombé sa trilogie. Voire maintenant, comme les anglo-saxons on en parlait de la nouvelle série que tu vas illustrer, le livre Malazan, Les Glorieux Défunts, qui sont sur X volumes, 10 volumes et qui continuent. Et ben, en France, on voit apparaître des récits à 2, 3, 4, 5, 10 volumes à leur tour. On revient un petit peu à cette, entre guillemets, c'est pas que ça, je caricature, on essaie de refaire de ce que fait l'anglo-saxon. Alors que je trouve qu'on avait des spécificités plus fortes il y a encore une dizaine d'années. Il me semble, hein, c'est vraiment à titre personnel de lecteur. Là. Et en termes d'imaginaire, vous n'avez pas l'impression que ça a explosé avec parfois de la fantaisie celte ou de la fantaisie galloise, ou en allant chercher des imaginaires et des mythes un petit peu différents? Je pense à Thomas Day avec le Japon, par exemple. Je pense à Nathalie Do avec les Gallois. Moi, je pense qu'il y a l'explosion de la pop culture derrière. C'est-à-dire, je pense que l'explosion, par exemple, du style de steampunk qui revisite la fin 19e, ambiance Angleterre, mais avec justement, c'est très visuel, avec tout. Et si le charbon avait fait la révolution industrielle et pas l'électricité, donc des visuels très chargés, ainsi de suite, très victoriens. Et ça s'est retrouvé après dans la fantaisie. Je pense qu'en fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est assez drôle, ça vient plus de la littérature même, je pense que ça vient d'autres médias. Je m'explique, de même façon que le steampunk, c'est d'abord une communauté autour de plein de choses, de la musique et ainsi de suite, et la littérature finalement l'a accompagné, même si c'est né en littérature. Je pense par exemple en young adulte, tout ce qui est dystopie, qui existait depuis des années, c'est passé dans la littérature jeunesse et young adulte, mais le futur proche, ça commence à revenir dans la littérature et ainsi de suite. Le cinéma fait des cartons avec la SF, on a à nouveau des auteurs de SF qui sont peut-être plus mis en avant. J'ai l'impression que finalement, la littérature de genre est aujourd'hui plus en réaction qu'en proposition. Mais là aussi, c'est un avis de Béotia. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que, enfin, je pense que j'ai un avis très, très incomplet, très partiel du domaine, mais j'avais l'impression qu'il y avait les bons livres de fantasy quand j'étais jeune, et les livres qui copiaient le Seigneur des Anneaux en faisant la version avec les nains, les elfes, et à chaque fois on avait une histoire un peu bête, manichéenne, avec des elfes, des nains, des dragons, et il y avait les livres qui sortaient du genre, comme Zelazny, comme Moorcock, et j'ai l'impression que maintenant, voilà, ça s'est plus étoffé, que chaque auteur essaie de trouver quelque chose de plus original, même si David Eddings, ça remonte aussi, c'était assez original aussi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'avant, il y avait quelques livres qui sortaient du lot, et il y avait le grand flot, et maintenant, le flot, c'est un peu taré pour tout ce qui concerne, même si on a encore des elfes, des nains ou assimilés. Mais voilà, c'est peut-être, je trouve que de ce côté-là, ça a gagné en qualité quand même. On s'est émancipé de Tolkien, de Conan et des grands personnages. Ouais. Jean-Luc, comment tu regardes ça, toi? Pas forcément émancipé. Je pense que l'illustration et le texte sont un peu comme la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la 6, 7 notes, je crois, et on a fait des millions de morceaux avec. Je crois que chaque auteur a... Ce qui fait que ça nous parle, c'est un tempo, c'est une musicalité, c'est un thème. Je crois vraiment à la spécificité des cultures. Quand on lit un roman japonais, on est très souvent dans du contemplatif. On a l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe des millions de choses. Et on est embarqué par une espèce de poésie, un rythme différent. Si vous êtes amateur de polar, vous faites la différence entre même en le lisant à l'aveugle, hein, si on vous cache le titre et l'auteur, vous saurez tout de suite si vous avez affaire à un thriller américain ou à un suédois. Je vous donne un indice, hein, certains ont 6 mois de nuit et de jour, ils ont plus de temps. Non mais c'est ça, et en France on s'est approprié le truc, ce qui fait que Tolkien invente en 1936, je crois, le Seigneur des Anneaux.
avec des tas de choses. C'est un philologue, il y met des tas de choses et il y a une vraie profondeur. Maintenant, je vais faire un coming out. J'ai jamais réussi à le finir. J'arrive toujours au Poney Fragant. J'en ai 4 éditions à la maison. Je l'ai illustré, pas illustré, poche, grand format. Et il faut 190 pages pour arriver au Poney Fragant. Et tout le monde me dit, t'es con, c'est là que ça démarre. Ouais, mais j'en peux plus. Je veux dire, mais alors que là, c'est pas grave. On l'a lu plusieurs fois pour toi. Alors que voilà, bah, tu vois, on a chacun sa croix. Hein. Alors que d'autres se sont réemparés, et je crois qu'il y a presque des figures imposées. J'ai pas la prétention d'avoir inventé les nains, les dragons, et c'est juste que ça fait partie de cette arithmétique-là, qu'on peut s'en servir et qu'on peut se l'approprier. Et je crois que, de même qu'on a une école d'illustrateurs français qui sont fabuleux, les auteurs sont en train de faire du neuf avec du vieux, dans la mesure où ils réinterprètent les grands mythes et qu'ils vont plaquer leur propre personnalité dessus. Et c'est ce qui fait, je crois, tu vois, le fait qu'on se soit autorisé à faire tiens, non, j'ai qu'un seul livre à écrire, je ne vois pas pourquoi je tirerais dessus. En revanche, on a aussi un gros drame, c'est qu'on veut à la fois être très très différent, et puis quand il y a un truc qui marche, ça va mal, quoi. Je rappelle pour mémoire qu'Harry Potter en France, ça a marché qu'au 3e tome, mais uniquement parce qu'on a fait le chemin inverse et qu'on est passé de poche au grand format. Ça marchait partout ailleurs, et voilà, il a fallu qu'on suive, et au départ, tout le monde s'est dit, mais il faut être dingue, jamais les enfants suivront, vous vous rendez compte, un bouquin par an pendant 8 ans. Voilà. Donc maintenant on a le droit. Est-ce que c'est dans la manière d'écrire, ou est-ce que c'est la spécificité des imaginaires? Quand on fait un thriller, une poursuite de bagnole à New York, c'est pas une poursuite de bagnole à Sarcelles, quoi. Il y a de facto une différence. Quand tu écris Boudica, tu es chez les Celtes. Et donc finalement, est-ce que c'est le lieu de naissance de l'auteur, ou le lieu dans lequel il inscrit son imaginaire pour raconter une histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai l'impression que plus le récit est sociétal, plus là où est l'auteur, en termes de société, est important. Oui, par exemple, dans mon cas, j'écris sur les Celtes. Je reste quand même un regard, déjà, pas d'historien à la base, ce qui est quand même déjà un premier effet. Et puis, il y a quand même, j'y projette, à travers mes personnages, des problématiques qui sont très contemporaines, Europe de l'Ouest, on est d'accord, autour des personnages. De la même façon, mon prochain livre sur la guerre de sécession, je me suis rendu compte que je ne vais pas parler de la guerre de sécession comme en parlera un Américain, et je ne pourrai jamais le faire, parce que c'est de la même façon qu'un Américain ne peut pas parler de la Révolution française, c'est quelque chose qui est plus qu'un moment, c'est identitaire dans son inconscient culturel. Comment je vais aborder ça? Moi, en me tapant 40 bouquins, je ne vais pas y arriver. Donc je vais avoir un regard particulier, qui est mon regard de français. Et je pense que pour la fantaisie, c'est pareil. Je pense qu'on a un regard qui est... déjà, je pense que tous, on est de très gros lecteurs. Donc déjà, sur ce qu'on écrit au moins, on est baigné de références. Mais malgré tout, on a cette patte du ici et maintenant. Je pense que ça joue. Je pense, hein. Je me dis peut-être des bêtises. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis. Je pense que les Américains ont un vrai savoir-faire. Tu fais la différence entre un auteur américain et un auteur anglais, par exemple. Ils se sont réappropriés les choses et ils sont allés vers ils ont réfléchi comme toujours en termes de technique et de rythme. Ils ont inventé ça. Ils ont inventé vraiment une nouvelle façon de mettre les choses en scène. Et que nous, juste au retour des choses, on a récupéré 2-3 trucs. Sauf qu'on a cette histoire commune qui, voilà, ils ont à peine plus de 200 ans d'histoire. Donc ils font avec ça. Ils sont dans une espèce d'immédiateté comme ça, et effectivement, ils peuvent te parler de la guerre de sécession parce que c'est avant-hier chez eux, et puis nous, c'est encore trop frais. Je veux dire, on a le temps de digérer plein d'autres choses et de se les réapproprier. Mais comment dire, les spécificités du genre aujourd'hui, elles sont communes à tout le monde.
il nous reste juste à continuer à creuser dans notre sillon et à y injecter tout ce qu'on veut. Je crois surtout que la fantaisie aujourd'hui, la fantaisie d'il y a 30 ans, c'était très souvent sur les mêmes thèmes. Le héros était une figure christique et il fallait une rédemption, il fait des tas de choses. Aujourd'hui, comme l'a très bien dit Jean-Laurent, c'est une façon d'aborder d'autres sujets. Voilà, c'est une façon d'amener le lecteur, sous couvert d'une bonne histoire, à réfléchir à une thématique donnée. Quand tu parles avec Henri Lovenbruck de la Moira, il y a des elfes, il y a des loups, il y a des créatures un peu étranges. Tu racontes exactement la même histoire avec des Palestiniens et des Israéliens, bizarrement tu plombes le propos. Et pourtant, ça n'est que ça. C'est une réflexion sur quelque chose d'extrêmement contemporain, quelque chose qui se passe de l'autre côté de la mer Méditerranée, dont on parle assez peu, et sous couvert d'histoires de fantaisie, tu peux aborder des sujets extrêmement prégnants, extrêmement passionnants, et amener... Alors, ça ne veut pas dire que la fantaisie, c'est aujourd'hui une méthode assimile pour donneur de leçons. C'est avant tout... Je considère que si le lecteur a passé un bon moment, on a fait notre boulot. Et s'il a passé un bon moment et qu'en plus il se pose après les bonnes questions, on a encore mieux fait le boulot. Voilà. J'ai un peu le même sentiment que vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une fantaisie qui s'est raccrochée au réel, c'est-à-dire qui parle de plus en plus du monde réel. Je pense à Alex Evans, par exemple, avec Sorcière Associée, qui a des zombies dans une usine, donc on préfère employer des zombies que des travailleurs, donc évidemment ça pose plein de questions. Est-ce que cette tendance-là, tu la constates, toi Fred, en tant que libraire? Est-ce qu'il y a des tendances en fantaisie aujourd'hui qui fonctionnent mieux que d'autres? On parlait de l'historique, elle est quand même pas mal utilisée. Alors après, est-ce que c'est un biais qu'on a nous en tant que libraire d'aimer ce genre de choses? Ou est-ce que c'est parce que l'acheteur aime particulièrement ce genre de choses? Ça, c'est une bonne question. Bon, les lecteurs français aiment particulièrement quand c'est matinée d'histoire, et plutôt bien matinée d'histoire. Après, peu importe la période historique, on peut recycler la fantaisie, on va dire, ou le thème fantastique pour n'importe quelle période d'histoire. Ça peut être la Seconde Guerre mondiale, ça peut être... voilà. On va parler de fantaisie urbaine. Jean-Laurent qui a lâché le mot tout à l'heure. Tu penses à quelle série, par exemple Je n'ai pas de série en tête. J'essaie de voir. Il y en a une, je me souviens plus du titre. Oui. Ouais. Bon, la transposition est simple. Pour la Seconde Guerre mondiale, les elfes sont chassés, les nains servent de prolétaires, les ogres sont les guerriers allemands, enfin bref, ce genre de choses. Bon, ça, c'est assez basique quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que par contre il nous manque une production cinématographique, donc de mass média, régulière en fantaisie de qualité? Je m'explique, quand on parle film de fantaisie, je pense tout de suite à Willow, je pense tout de suite au Seigneur des Anneaux, éventuellement à Harry Potter. J'ai du mal à trouver de dernier film de fantaisie qui ait fait des gros succès, mais peut-être que je me trompe. Hormis Game of Thrones, on est bien d'accord. Mais qui est pas un film, qui est une série, mais j'ai l'impression que c'est plus l'arbre qui cache la forêt. Les films, moi, j'en vois pas. Donc, c'est la science-fiction. Je vois la science-fiction. Oui, science-fiction et fantastique se sont pris les plus grosses parts du gâteau et c'est compliqué en fantaisie, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on arrivait à faire de la SF avec des bouts de plastique et 2-3 matte painting, et qu'aujourd'hui on va peut-être, grâce au travail de Peter Jackson, reconsidérer et puis avec les progrès des ordinateurs, reconsidérer la fantaisie et avoir de belles adaptations. Moi je rêve de voir enfin Zelazny et les 9 Princes d'Ambre à la